Écoute bien, maman, tu ne vas pas organiser la fête de Julien. La belle-mère d'Isabelle va s'en charger. Tu es trop vieille, franchement, tu n'en as plus les capacités. Moi, Geneviève Beaumont, à 71 ans, j'ai senti mon monde s'effondrer quand ces mots sont sortis de la bouche de mon propre fils Édouard. Non seulement il m'excluait de l'organisation de la fête des 10 ans de mon petit-fils, mais il m'humiliait comme si j'étais un fardeau jetable. Trop vieille, ai-je répété, incrédule. Moi qui vous ai élevé, toi et tes frères, seul après la mort de votre père? Moi qui ai travaillé 40 ans comme infirmière pour tout vous donner? Maman, ne dramatise pas. Sylvie a plus d'énergie, des idées plus modernes. Et sincèrement, tu ne ferais que gêner. Le téléphone tremblait dans ma main. Mon fils ne m'avait pas seulement remplacé par la belle-mère de ma belle-fille, mais il me parlait comme si j'étais un animal blessé qu'il fallait abattre. C'était un après-midi glacial de novembre à Bordeaux. La pluie battait contre les fenêtres de mon appartement rue des Remparts, mais rien n'était plus froid que le mépris dans la voix de mon propre sang. 43 années de vie gaspillées à élever cet homme cruel. Édouard, ai-je murmuré, essayant de contrôler les larmes qui commençaient déjà à brouiller ma vision. J'ai toujours organisé toutes les fêtes de famille. Depuis que tu étais enfant jusqu'à... Exactement, maman. Depuis que j'étais enfant. Maintenant j'ai grandi. Et Julien mérite mieux que tes idées dépassées. La blessure était profonde. Plus profonde que toute blessure physique que j'avais jamais subie. Mon petit-fils Julien, ce petit garçon que je berçais quand il était bébé, que j'emmenais au parc tous les dimanches, qui courait dans mes bras en criant « Grand-mère » à chaque visite, méritait maintenant, mieux, que moi. Et qu'est-ce que Sylvie a que je n'ai pas, ai-je demandé, sachant que je regretterais la réponse. De l'argent, maman. Beaucoup d'argent. Elle va louer un château, engager des clowns professionnels, ce sera épique. Toi, eh bien, tu aurais fait la fête dans ton petit appartement avec des sandwichs faits maison. Mon cœur s'est arrêté. Littéralement arrêté pendant quelques secondes. Mon fils me jetait pour de l'argent. La femme qui avait sacrifié sa jeunesse, ses rêves, toute sa vie pour lui, ne servait plus à rien parce qu'elle n'avait pas assez de ressources pour rivaliser avec une inconnue riche. En plus, a continué Édouard, avec une cruauté que je ne savais pas qu'il possédait, tu es un peu oublieuse ces derniers temps, non? Hier tu as demandé 3 fois quelle heure il était. On ne veut pas que tu fasses honte devant les invités. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Mon propre fils me déclarait sénile, incompétente, un fardeau. À 71 ans, après une vie entière de dévouement absolu à ma famille, j'étais jetée comme un vieux déchet. Très bien, ai-je chuchoté, ma voix presque inaudible. Je comprends parfaitement. C'est bien que tu comprennes, maman. Je savais que tu serais raisonnable. Raisonnable. Comme si accepter d'être humilié par son propre fils était un acte de bon sens. Après avoir raccroché le téléphone, je me suis effondrée dans le fauteuil du salon. Les larmes coulaient sans contrôle pendant que je regardais les photos éparpillées sur la table basse. Édouard a 5 ans, souriant sans dents après avoir perdu sa première dent. Édouard a 15 ans, fier de son premier emploi que moi j'avais obtenu pour lui. Édouard a 25 ans, le jour de son mariage, me serrant dans ses bras et murmurant « Merci pour tout, maman ». Des mensonges. Tout n'était que mensonge. Le téléphone a sonné à nouveau. C'était mon fils du milieu, Patrice. « Maman, j'ai appris que tu n'allais pas organiser la fête de Julien. » Dommage, hein? Patrice, mon fils, tu penses que je suis trop vieille? Que je n'en ai plus les capacités? Silence. Un silence assourdissant qui a duré une éternité. Eh bien, maman, tu dois comprendre que les temps ont changé. Les enfants aujourd'hui s'attendent à plus, de sophistication. Encore un coup de poignard. Mon deuxième fils me considérait aussi comme inadéquate, dépassée, insuffisante. Et tu es d'accord avec la décision d'Édouard? Écoute, maman, honnêtement? Oui. Sylvie a plus de ressources,
plus de relations. Et toi, eh bien, tu te mélanges parfois les pinceaux. J'ai raccroché le téléphone sans dire au revoir. 2 trahisons en un après-midi. Mes 2 fils m'abandonnaient simultanément. Mais la soirée me réservait encore plus d'humiliation. Ma fille Camille a appelé à 9 heures du soir. Maman, les garçons m'ont raconté pour la fête. Écoute, je sais que tu dois être contrariée, mais... Mais quoi, Camille? Mais peut-être que c'est mieux comme ça. Tu as l'air très fatiguée, et organiser une fête, c'est du travail. Laisse Sylvie faire, repose-toi un peu. Ma propre fille. La petite fille que j'avais allaitée, dont je m'étais occupée quand elle avait eu une pneumonie à 8 ans, que j'avais consolée pendant toutes ces déceptions amoureuses. Elle aussi me jetait. Camille, vous vous êtes mis d'accord tous les 3 pour m'humilier? Maman, ne sois pas dramatique. Personne ne t'humilie. On est juste, pratique. Pratique. Ce mot a résonné dans mon esprit pendant toute la nuit blanche qui a suivi. Le lendemain, un vendredi, j'ai reçu un appel qui allait tout changer pour toujours. Madame Beaumont? Ici le docteur Moreau, de l'hôpital Saint-André. Vous devez venir d'urgence. Vos examens ont révélé quelque chose dont nous devons discuter en personne. Mais avant que vous découvriez ce que ces examens ont révélé et comment cela a complètement changé le destin de mes enfants ingrats, je dois vous dire quelque chose qui va vous choquer encore plus. Ce que j'ai découvert dans cet hôpital n'était pas seulement concernant ma santé, c'était quelque chose que mes enfants avaient fait dans mon dos, quelque chose de si cruel que vous n'allez pas le croire. Restez avec moi, parce que cette histoire ne fait que commencer, et ce qui va suivre va vous laisser sans voix. À l'hôpital Saint-André, assise dans la salle d'attente avec le cœur qui battait la chamade, je n'imaginais pas que ma vie était sur le point de prendre un tournant complètement inattendu. Docteur Moreau, un homme d'une 50aine d'années au regard bienveillant mais inquiet, m'a conduite jusqu'à son cabinet. L'odeur d'antiseptique me rappelait mes années d'infirmière, mais cette fois j'étais de l'autre côté du stéthoscope. Les murs blancs immaculés semblaient se refermer sur moi tandis que le médecin consultait mes dossiers avec une gravité qui me glaçait le sang. Madame Beaumont, vos examens de routine ont révélé quelque chose de préoccupant. Vous avez un anévrisme cérébral. C'est sérieux, mais encore opérable. Mon monde a basculé. Anévrisme cérébral. À 71 ans, mon heure était enfin arrivée. Docteur, cela signifie que je vais mourir? Pas nécessairement. Avec une chirurgie, il y a 70% de chances de survie complète. Sans chirurgie, eh bien, c'est une question de temps. Peut-être quelques mois. Quelques mois. J'avais enfin une date d'expiration définie. La chirurgie est chère, docteur? Environ 45 000 €. Mais vous avez une assurance, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête négativement. Ma retraite d'infirmière couvrait à peine les dépenses de base. Le trajet de retour à la maison fut un cauchemar. Les rues de Bordeaux me semblaient étranges, comme si je les voyais pour la dernière fois. Chaque passant dans la rue avait l'air de vivre une vie normale, tandis que moi je portais une bombe à retardement dans la tête. Je suis rentré chez moi dans un état de choc. Non pas à cause de la possibilité de mourir, à 71 ans, j'avais déjà fait la paix avec la mortalité. Mais parce que je commençais enfin à comprendre pourquoi mes enfants me traitaient comme un fardeau jetable. Ils savaient. Cette intuition terrifiante s'est transformée en certitude quand, en fouillant dans mes papiers pour comprendre mes options financières, j'ai trouvé quelque chose qui a fait s'effondrer mon monde. Dans le tiroir de mon bureau, derrière mes vieux relevés bancaires, il y avait une photocopie de mon testament, celui que j'avais rédigé il y a 5 ans. Mais ce n'était pas ma copie. C'était une copie annotée, avec des calculs dans les marges, des sommes encerclées, des notes griffonnées. L'écriture était celle d'Édouard. 400 000 € divisé par 3 égale 133 333 € chacun, appartement de maman, 280 000 €, estimation, compte épargne, 95 000 €, bijoux et meubles, environ 25 000 €.
Mon propre fils avait fait l'inventaire de mes biens comme un vautour planifiant son festin. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'étais allongé dans mon lit, fixant le plafond, réalisant que mes enfants attendaient ma mort avec la même impatience qu'on attend les soldes d'hiver. Le lendemain matin, j'ai décidé de tester ma théorie de la manière la plus directe possible. J'ai appelé Édouard, feignant la confusion. « Édouard, mon fils, je me sens très étrange depuis hier. J'ai eu un malaise à l'hôpital. » « Un malaise ? Quel genre de malaise, maman ? » Sa voix avait changé. Il y avait quelque chose, de l'espoir ? Je ne sais pas, j'ai eu des vertiges, des maux de tête terribles. Le docteur avait l'air très inquiet. Il a dit quoi exactement ? L'empressement dans sa voix m'a donné la nausée. Il faut que je retourne pour d'autres examens. Il a parlé de, comment il a dit déjà, anévrisme quelque chose. Silence. Un silence trop long pour être innocent. Maman, tu veux que je t'accompagne à tes prochains rendez-vous ? Pour la première fois en moi, mon fils proposait de m'accompagner quelque part. Coïncidence ? Je ne le pensais pas. Non, non, ça va aller. Je peux me débrouiller. Bon, tiens-moi au courant alors. Et maman ? Repose-toi bien. Repose-toi bien. Ces mots résonnaient différemment maintenant. L'après-midi même, Patrice a appelé. Coïncidence encore ? Maman, Édouard m'a dit que tu ne te sentais pas bien ? Oh, tu sais, à mon âge. Qu'est-ce que le médecin a dit exactement ? La même question. Le même ton pressant. Il faut que je fasse d'autres examens. Quelque chose au cerveau, je crois. Au cerveau ? Sa voix a grimpé d'une octave. C'est grave ? Je ne sais pas, mon fils. J'espère que non. Bien sûr, maman. Garde espoir. Et, tu as pensé à mettre tes papiers en ordre ? Au cas où. Mes papiers en ordre. Mon deuxième fils me demandait de préparer ma mort. Ce soir-là, j'ai tendu le piège final. J'ai appelé Édouard, mais cette fois j'ai fait semblant d'oublier de raccrocher. J'ai posé le téléphone et j'ai attendu. Après quelques minutes, j'ai entendu Édouard dire à quelqu'un d'autre, « Elle a raccroché, mais je pense qu'elle ne s'en est pas rendue compte. » Puis j'ai entendu une voix féminine, Isabelle, sa femme. « Alors ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? » C'est bien ce qu'on pensait. Anévrisme cérébral. Elle a peut-être 6 mois, maximum. Mon Dieu, c'est terrible. Mais le ton d'Isabelle ne reflétait pas ces mots. Il y avait de l'excitation mal dissimulée. Terrible, a ri Édouard. Isabelle, on va enfin être libre. Plus besoin de faire semblant de s'intéresser à ces histoires répétitives, plus besoin de supporter ces coups de téléphone quotidiens. Et avec l'héritage ? Combien tu penses qu'on aura ? J'ai calculé. Si on divise par 3, environ 133 000 € chacun. Assez pour rénover la cuisine et partir en vacances aux Maldives. Vacances aux Maldives. Ils planifiaient leurs vacances de luxe avec l'argent de ma mort. Et tes frères et sœurs sont au courant ? Bien sûr. Patrice était au 7e ciel quand je lui ai annoncé. Il peut enfin acheter cette voiture qu'il convoite. Et Camille ? Il a ri. Camille a dit textuellement, il était temps. Il était temps. Ma propre fille trouvait que je mettais trop de temps à mourir. Tu crois qu'elle soupçonne qu'on sait pour sa maladie ? Non, elle est trop sénile pour ça. D'ailleurs, c'était une excellente idée de Camille de faire croire qu'elle perdait la tête. Ça nous donne une excuse parfaite pour l'exclure de tout. Mon sang s'est glacé. La stratégie d'exclusion était orchestrée. Camille avait inventé mes troubles mentaux pour justifier mon isolement social. Au fait, a continué Édouard, j'ai trouvé une copie de son testament dans ses papiers la semaine dernière. Tout est en ordre. On hérite de tout. Il avait fouillé dans mes affaires. Violé mon intimité. Planifié ma succession comme on planifie un pique-nique.
Parfait. Bon, maintenant il faut juste attendre que la nature suive son cours. Attendre que la nature suive son cours. Ils attendaient ma mort comme on attend un colis Amazon. J'ai raccroché avec des mains tremblantes. La trahison était totale, absolue, inhumaine. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait changer le cours de tous nos destins. Je n'allais pas mourir. Et j'allais leur faire payer chaque moment de cruauté, chaque calcul sordide, chaque fois où ils avaient célébré ma mort prématurée. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat, Maître Dubois. Maître, je dois changer mon testament d'urgence. Bien sûr, Madame Beaumont. Que souhaitez-vous modifier? Je veux retirer complètement mes 3 enfants de l'héritage. Le silence à l'autre bout de la ligne a duré si longtemps que j'ai pensé que la communication avait été coupée. Madame, c'est une décision très drastique. Êtes-vous certaine? Absolument certaine. Et de plus, je veux tout laisser à des institutions caritatives qui s'occupent de personnes âgées abandonnées par leur famille. Puis-je demander la raison? J'ai tout raconté à Maître Dubois. L'exclusion de la fête, les conversations que j'avais entendues, la froideur calculée de mes propres enfants. Il a écouté en silence, et quand j'ai terminé, il a soupiré profondément. Madame Beaumont, en tant que père de 3 enfants, cela me brise le cœur. Bien sûr que je vais faire les modifications nécessaires. Et maître, encore une chose. Quand je mourrai, je veux que vous lisiez le testament devant eux personnellement. Je veux qu'ils sachent exactement pourquoi ils ont été déshérités. Ce sera fait. Mais je n'avais pas encore terminé avec mes plans de vengeance. Au cours des jours suivants, j'ai fait semblant de me détériorer. J'ai commencé à oublier des choses intentionnellement quand mes enfants appelaient. Je parlais de manière confuse, je répétais des questions, j'inventais des histoires sans queue ni tête. C'était ma vengeance silencieuse, leur donner exactement ce qu'ils s'attendaient à voir. Le résultat fut immédiat. Les visites se sont complètement arrêtées. Les appels sont devenus plus rares et superficiels. Mes enfants accéléraient mon isolement social, convaincus que j'étais en déclin mental terminal. 2 semaines plus tard, j'ai reçu l'appel qui a confirmé mes pires craintes. Maman, nous avons réfléchi, il serait peut-être temps que tu considères une maison de retraite. C'était Camille au téléphone, avec un ton faussement compatissant. Une maison de retraite? C'est que tu es très confuse, oublieuse. Ce serait mieux pour toi d'avoir des soins professionnels. Soins professionnels. Elle voulait m'enfermer dans un hospice pour accélérer ma mort et récupérer mon héritage plus rapidement. Et si je ne veux pas y aller? Maman, ce n'est pas un choix. Nous avons déjà parlé avec un gériatre. Avec ton état mental actuel, nous pouvons prendre la décision pour toi. Cette phrase fut la goutte d'eau finale. Ma propre fille me menaçait d'internement forcé, utilisant les mensonges sur ma santé mentale qu'elle-même avait répandus. Très bien, Camille. Je vais y réfléchir. C'est bien que tu sois raisonnable, maman. Raisonnable. Encore ce mot maudit. Mais ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Car pendant qu'ils calculaient ma mort et planifiaient ma succession, moi je planifiais quelque chose qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Ma résurrection. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le diagnostic. J'avais pris une décision que mes enfants n'auraient jamais pu imaginer, j'allais subir l'opération de l'anévrisme, quoi qu'il en coûte. Vendre mes souvenirs les plus précieux fut l'une des choses les plus douloureuses que j'ai jamais faites. J'ai vendu mon alliance de mariage, cette bague en or blanc que mon défunt mari Auguste m'avait offerte il y a 45 ans. Mes boucles d'oreilles en perles de ma remise de diplôme d'infirmière. Le collier que mes parents m'avaient donné pour mes 18 ans. Chaque bijou vendu était un morceau de mon âme qui partait. Les antiquaires de Bordeaux me regardaient avec pitié, une vieille dame vendant ses trésors familiaux. Si seulement ils savaient que c'était pour sauver ma vie pendant que mes propres enfants espéraient ma mort. J'ai réussi à rassembler 30 000 €. Pour les 15 000 € restants, j'ai contracté un prêt en hypothéquant mon appartement. À 71 ans, je risquais tout pour une seconde chance de vie.
Mes enfants ne savaient rien de tout cela. Pour eux, j'étais de plus en plus confuse et proche de la mort. Pendant cette période, j'ai continué mon jeu cruel mais nécessaire. Quand Patrice m'appelait, je faisais semblant d'oublier son nom. Allô? Qui est-ce? Maman, c'est Patrice, ton fils. Patrice? Patrice qui? J'ai un fils qui s'appelle Patrice? Je pouvais sentir son soulagement à travers le téléphone. Sa mère devenait enfin suffisamment sénile pour justifier tout ce qu'il lui faisait. Avec Camille, j'inventais des délires. Camille, ma chérie, ton père est venu me voir hier soir. Il m'a dit qu'il m'attendait. Maman, papa est mort il y a 5 ans. Mort? Non, non, il était là. Il portait son costume bleu, celui qu'il mettait le dimanche. Il m'a dit que je devais le rejoindre bientôt. Maman, tu divagues. Tu veux que j'appelle un médecin? Un médecin. Elle proposait d'appeler un médecin non pas par inquiétude, mais pour officialiser ma démence et accélérer le processus d'internement. L'opération fut programmée pour un lundi de décembre. La veille, j'ai mis en scène ma performance finale. D'abord, j'ai appelé Édouard vers 22h, simulant un état de confusion extrême. Édouard? Édouard, c'est toi? Oui maman, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Je ne me sens pas bien. Il y a des lumières partout dans l'appartement. Et des voix? Des voix? Quelle voix, maman? Ton père, il m'appelle. Il dit que c'est l'heure. Que je dois venir avec lui. Maman, tu hallucines. Papé est mort, souviens-toi. Non, non. Il est là, je le vois. Il tend la main vers moi. Édouard, j'ai peur. Maman, respire. Essaie de te calmer. Je pense que ma heure est arrivée, mon fils. Je voulais juste te dire que je t'aime. Malgré tout. Maman, ne dis pas des choses comme ça. Mais dans sa voix, je pouvais entendre qu'il ne protestait pas vraiment. Il y avait presque du soulagement. Édouard, si jamais il m'arrive quelque chose, prends soin de tes frères et sœurs. Prends soin de la famille. Bien sûr, maman. Bien sûr. Et pardonne-moi si je n'ai pas été une bonne mère. Cette phrase l'a pris au dépourvu. Pendant un moment, j'ai entendu sa respiration changer. Maman, tu as fait de ton mieux. Fais de mon mieux. Même dans ce moment où il pensait que je mourrais, il ne pouvait pas dire que j'avais été une bonne mère. J'ai fait des appels similaires à Patrice et Camille. Chacun a réagi avec le même mélange de gêne et d'anticipation mal dissimulée. Camille a été la plus révélatrice. Maman, si tu sens que ton heure arrive, essaie de partir en paix. Tu as eu une belle vie. Partir en paix. Ma fille me donnait littéralement permission de mourir. Le lundi matin, pendant que mes enfants pensaient que j'agonisais chez moi, j'étais en fait sur la table d'opération de l'hôpital Saint-André. L'opération dura 8 heures. Les plus longues 8 heures de ma vie. Dans l'inconscience de l'anesthésie, j'ai rêvé de mon mari Auguste. Il me disait, « Geneviève, tu n'as pas fini. Tu as encore quelque chose à accomplir. » Quand je me suis réveillée en réanimation, Dr Moreau souriait. « Madame Beaumont, l'opération est un succès complet. L'anévrisme a été retiré sans complication. Vous aurez une récupération à 100%. » J'ai pleuré de soulagement. Non seulement parce que j'avais survécu, mais parce que j'avais maintenant le temps d'exécuter mon plan de vengeance complet. Pendant les 2 semaines de ma convalescence à l'hôpital, mes enfants ont vécu dans l'attente. Ils m'appelaient chez moi sans obtenir de réponse. Ils ont interrogé les voisins. Madame Bertrand, ma voisine du palier, leur a dit qu'elle ne m'avait pas vue depuis plusieurs jours. J'imagine leur mélange d'inquiétude et d'espoir. Était-ce enfin arrivé? Leur mère était-elle enfin morte? Patrice a même appelé l'hôpital, mais en donnant un faux nom de famille, il n'a pas pu obtenir d'informations.
Il ne savait pas que j'étais là, vivante et me rétablissant. Quand j'ai eu mon congé de l'hôpital, au lieu de rentrer chez moi, je suis allée directement au bureau de Maître Dubois. « Madame Beaumont. Comment vous sentez-vous ? » ?»« Parfaitement bien, maître. » »« Et prête pour la phase suivante de mon plan. » »« Quelle phase suivante ? » ?»« Je veux simuler ma propre mort. » Maître Dubois a failli s'étouffer avec son café. « Pardon ? » ?»« Je veux que mes enfants pensent que je suis morte. Je veux voir comment ils vont réagir, comment ils vont se partager mon héritage, comment ils vont célébrer mon départ. Et puis, au moment opportun, je vais ressusciter et leur montrer qui ils sont vraiment. Madame, c'est irrégulier. Et techniquement illégal. Maître, mes enfants célèbrent ma mort depuis des mois. Ils m'ont déjà considérée comme morte, ils ont déjà partagé mon héritage, ils m'ont déjà exclu de leur vie. Je veux simplement officialiser ce qu'ils ont déjà décidé. Après beaucoup de persuasions et plusieurs consultations juridiques, Maître Dubois a accepté de coopérer avec mon plan. C'était irrégulier, mais pas techniquement criminel, puisque je ne tentais ni de frauder des assurances ni de fuir des dettes. Le plan était simple, il dirait à mes enfants que j'étais morte seule chez moi, qu'une voisine m'avait trouvée, et qu'en raison de quelques paperasseries médicales, mon corps avait été incinéré immédiatement. Cela expliquerait pourquoi il n'y aurait ni veillée ni funérailles. Nous avons même préparé de faux documents, un certificat de décès factice, des papiers d'incinération. Maître Dubois connaissait les bonnes personnes dans les bonnes administrations. Le système français, avec toute sa bureaucratie, permettait paradoxalement ce genre de manipulation si on savait s'y prendre. Un jeudi de janvier, Maître Dubois a fait les appels fatidiques. D'abord, il a appelé Édouard. « Monsieur Beaumont, j'ai une nouvelle très triste. Votre mère est décédée mardi. » « Oh, mon Dieu. C'est arrivé comment ? » Apparemment, c'était l'anévrisme. Elle est morte en dormant, sans souffrir. Bon, au moins elle n'a pas souffert. Et quand aura lieu l'enterrement ? L'enterrement. Pas les funérailles ou la cérémonie. L'enterrement, comme si j'étais un animal. C'est déjà fait. Pour des questions bureaucratiques, elle a été incinérée immédiatement. Je vous prie de m'excuser de ne pas avoir pu vous prévenir à temps. Très bien. En fait, c'est mieux comme ça. Elle ne voulait pas de cérémonie de toute façon. Comment savait-il ce que je voulais ? Il ne m'avait jamais demandé. Il y a la question de l'héritage. Pourrons-nous nous réunir la semaine prochaine pour la lecture du testament ? Bien sûr. Je vais prévenir mes frères et sœurs. Ils vont être tristes. Triste. Le mot sonnait faux dans sa bouche. Patrice a réagi de manière similaire, surprise feinte, chagrin forcé, et anxiété immédiate concernant l'héritage. Maître, juste une question pratique, il faut combien de temps pour que tout soit réglé ? J'ai quelques projets qui attendent. Quelques projets qui attendent. Sa mère venait de mourir et il pensait déjà à ses projets financés par mon argent. Mais Camille m'a surprise d'une manière encore plus cruelle. Ah, enfin, furent ses premiers mots quand Maître Dubois lui a annoncé la nouvelle. Excusez-moi, maître, je ne voulais pas dire ça. C'est juste qu'elle souffrait beaucoup ces derniers temps, n'est-ce pas ? Au moins maintenant elle est en paix. Souffrait beaucoup. Ma fille inventait des souffrances pour justifier sa joie face à ma mort. Maître, puis-je vous demander quelque chose ? A-t-elle laissé une lettre, un message pour nous ? Non, madame. Elle est partie en silence. Dommage. Bon, quand pouvons-nous régler la question de l'héritage ? J'ai quelques dettes urgentes à payer. Dettes urgentes. Ma fille venait à peine de recevoir la nouvelle de ma mort et s'inquiétait déjà de rembourser ses dettes avec mon argent. Et maître ? A-t-elle ajouté avec une fausse hésitation, il n'y a pas eu de testament de dernière minute, n'est-ce pas ? Vous savez, avec son état mental, elle aurait pu faire des choses bizarres. Ma propre fille s'inquiétait que j'aie pu changer mon testament dans un moment de lucidité. La réunion pour la lecture du testament fut fixée au lundi suivant.
Pendant tout le week-end, caché dans un petit hôtel à Arcachon sous un faux nom, je réfléchissais aux derniers mois. Mes 3 enfants avaient réagi à ma mort avec une froideur calculée, un intérêt financier immédiat et un soulagement mal dissimulé. J'avais passé 71 ans de ma vie à les aimer inconditionnellement. Eux avaient passé les derniers mois à souhaiter ma mort pour des raisons purement mercantiles. Mais lundi serait le jour de vérité. J'avais hâte de voir leur visage quand ils découvriraient non seulement qu'ils étaient déshérités, mais que leur mère, morte, était en fait bien vivante et avait tout entendu de leur célébration macabre. La vengeance, dit-on, est un plat qui se mange froid. Le mien avait eu le temps de refroidir pendant des mois. Il était temps de le servir. Lundi, 10 heures du matin. Bureau de Maître Dubois. Caché dans la pièce adjacente, grâce à un système d'interphone que l'avocat avait installé, je pouvais entendre tout ce qui se passait dans la salle principale. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende à travers les murs. Mes 3 enfants sont arrivés ponctuellement, tous vêtus de noir, pas par deuil, mais pour maintenir les apparences sociales qu'on attendait d'eux. J'ai observé à travers l'entrebâillement de la porte, aucun d'eux n'avait les yeux rouges, aucun ne semblait affligé. Ils ressemblaient plutôt à des gens qui venaient récupérer un prix à la loterie. Édouard consultait son téléphone. Patrice bâillait. Camille vérifiait son maquillage dans un petit miroir de poche. Voilà comment mes enfants honoraient ma mémoire. Bonjour, dit Maître Dubois solennellement. Merci d'être venu. Comme vous le savez, nous sommes ici pour la lecture du testament de votre mère, Madame Geneviève Beaumont. Maître, interrompit Édouard, pourrait-on accélérer les choses? Nous avons des engagements. Des engagements. Le jour de la lecture du testament de sa propre mère, mon fils avait des engagements plus importants. Bien sûr. J'irai droit au but. Le testament de votre mère est très spécifique. Maître Dubois commença à lire, moi, Geneviève Beaumont, étant en pleine possession de mes facultés mentales. Mentales, interrompit Camille avec un rire sarcastique. Maître, avec tout le respect que je vous dois, mais ma mère souffrait de démence avancée. Ce testament pourrait même ne pas être valide. Mon cœur a failli exploser de rage. Ma fille tentait d'invalider mon testament en utilisant les mensonges sur ma santé mentale qu'elle-même avait inventés. Madame Camille, répondit Maître Dubois calmement, ce testament a été rédigé il y a seulement 2 mois, et votre mère a subi une évaluation psychiatrique complète pour prouver sa capacité mentale. Elle était parfaitement lucide. Silence gêné. Je pouvais presque voir leurs calculs mentaux se recalibrer. Continuez, s'il vous plaît, murmura Patrice, visiblement nerveux. Je déclare qu'après mûre réflexion sur les événements récents de ma vie, j'ai décidé d'apporter les modifications suivantes à mon héritage. La tension dans la pièce était palpable. Je pouvais presque sentir mes enfants calculer mentalement leurs 133 000 € chacun. Premièrement, à ma fille Camille, qui a inventé des mensonges sur ma santé mentale pour m'exclure socialement et accélérer ma mort, je lègue la somme de 0 €. Comment c'est dia, hurla Camille. Ce n'est pas possible légalement. Deuxièmement, à mon fils Patrice, qui a accepté mon exclusion de la famille et a calculé publiquement la valeur de ma mort, je lègue la somme de 0 €. Maître, c'est absurde, protesta Patrice. Elle était folle quand elle a fait ça. Troisièmement, à mon fils Édouard, qui m'a appelé vieille inutile, m'a exclu de la fête de mon propre petit-fils et m'a remplacé par une inconnue, je lègue la somme de 0 €. Le silence qui suivit fut assourdissant. Pendant quelques secondes, on n'entendait que la respiration lourde de mes 3 enfants assimilant l'information. Et à qui a-t-elle laissé l'argent ? Demanda Édouard d'une voix tremblante. La totalité de l'héritage, d'une valeur de 400 000 €, a été léguée à 3 institutions caritatives qui s'occupent de personnes âgées abandonnées par leur famille. Alors le chaos commença. C'est absurde, cria Camille. Nous allons contester cela en justice. Elle était complètement sénile, hurla Patrice. Vous l'avez dit vous-même qu'elle était confuse. Maître, dit Édouard en tentant de garder son sang-froid,
il doit sûrement y avoir quelque chose que nous puissions faire. Nous sommes les enfants légitimes, nous avons droit à la réserve héréditaire. En France, répondit maître Dubois calmement, les parents peuvent déshériter leurs enfants en cas d'ingratitude grave. Et votre comportement, documenté par des enregistrements et des témoins, correspond parfaitement à cette qualification. Des enregistrements, demanda Camille, devenant pâle. Votre mère a enregistré toutes les conversations téléphoniques des derniers mois. Y compris celle où vous avez calculé son héritage alors qu'elle était encore vivante, monsieur Édouard. Mes enfants devinrent livides. Le piège avait fonctionné parfaitement. Mais il y a encore autre chose, continua maître Dubois. Votre mère a laissé une lettre personnelle pour vous. Elle m'a demandé de la lire à voix haute. C'était mon heure. J'ai respiré profondément et me suis préparé pour le coup de grâce. Mes chers enfants, maître Dubois commença à lire avec ma voix enregistrée, si vous entendez ceci, c'est parce que vous avez finalement découvert qu'une mère peut cesser d'aimer des enfants qui ne l'ont jamais vraiment aimée. Pendant 71 ans, j'ai consacré ma vie entière à vous. J'ai travaillé en double poste comme infirmière pour payer vos études. J'ai vendu mes bijoux pour acheter vos premières voitures. J'ai hypothéqué ma maison pour vous aider dans les moments difficiles. Et comment m'avez-vous remercié? Vous m'avez exclu de la fête de mon propre petit-fils. Vous m'avez appelé vieille inutile. Vous avez inventé des mensonges sur ma santé mentale. Vous avez calculé mon héritage comme si j'étais déjà morte. Et pire, vous avez célébré ma mort comme s'il s'agissait d'une promotion de fin d'année. Vous pensiez que j'étais une vieille folle, sénile et facile à manipuler. Mais vous vous êtes complètement trompé. À ce moment-là, j'ai ouvert la porte de la pièce adjacente et je suis entrée. Parce que je ne suis pas morte. Le cri de terreur de Camille a résonné dans tout l'immeuble. Patrice s'est évanoui de sa chaise. Édouard est devenu blanc comme un linge, la bouche ouverte, incapable d'émettre le moindre son. Surprise, dis-je avec un sourire qu'il n'avait jamais vu auparavant. Maman est revenue d'entre les morts. Camille s'est mise à hyperventiler. Patrice, toujours au sol, gémissait faiblement. Édouard s'accrochait au bras de sa chaise comme si sa vie en dépendait. Comment est-ce possible, balbutia Édouard. Très simple, mon fils. Pendant que vous calculiez mon héritage, je subissais une opération d'anévrisme cérébral dont vous ne saviez même pas que j'avais besoin. Je suis guéri, en bonne santé, et je vais vivre encore de nombreuses années. Mais tu divaguais au téléphone. Murmura Camille, essayant de reprendre son souffle. Je faisais semblant, ma chérie. Tout comme vous avez fait semblant de m'aimer pendant 43 ans. Maman, tenta Patrice, encore chancelant, nous pouvons expliquer. Expliquer quoi? Que vous m'aimez? Que je vous manque? Que vous êtes désolé? Ma voix était chargée de décennies de rançéure. Parce que je viens de vous voir célébrer ma mort et vous disputer mon héritage. Nous ne savions pas que tu écoutais. Dit Édouard pathétiquement. Exactement. Vous ne le saviez pas. Et c'est ça qui a révélé qui vous êtes vraiment. Camille commença à pleurer, non pas de tristesse, mais de désespoir financier. Maman, s'il te plaît, nous pouvons parler, nous pouvons. Non, ma chérie. La conversation s'est terminée il y a 3 mois, quand vous avez décidé que j'étais un fardeau jetable. Maître, dit Édouard en se tournant vers l'avocat, elle ne peut pas faire ça. Nous sommes ses enfants. Vous pouvez contester en justice, répondit maître Dubois. Mais avec toutes les preuves que nous avons, les enregistrements, les témoins, la documentation médicale prouvant la santé mentale de votre mère, vous n'avez aucune chance. Et encore une chose, ajoutai-je. Vous avez 30 jours pour rembourser tout l'argent que vous avez retiré de mes comptes ces derniers mois. Ah oui, j'ai découvert. Camille a retiré 3 000 €. Patrice, 2 500. Édouard, 4 000. Vous pensiez que je ne le remarquerais pas parce que j'étais sénile, n'est-ce pas? Ils avaient non seulement planifié ma mort, mais avaient commencé à voler mon héritage alors que j'étais encore vivante.
Si vous ne remboursez pas dans 30 jours, j'engagerai des poursuites pénales pour vol envers une personne âgée vulnérable. Et ça mène en prison. Maman, supplia Camille, maintenant complètement hystérique, nous sommes tes enfants. Tu ne peux pas nous faire ça. Mes enfants? Je ris amèrement. Mes enfants seraient venus me voir quand j'étais malade. Mes enfants auraient organisé cette fête avec moi, pas à ma place. Mes enfants n'auraient pas calculé ma mort comme un investissement financier. Nous étions juste. Tanta Patrice. Vous étiez juste quoi? Pratique? Je crachai le mot comme un poison. Vous savez quoi? Vous avez raison. Soyons pratiques. Vous vouliez que je meure? Eh bien, pour vous, je suis maintenant morte. Officiellement et définitivement. Tu ne peux pas dire ça, cria Édouard. Aussi, je peux. Et je le fais. À partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus de mère. Vous avez ce que vous vouliez, vous êtes libre de moi. Mais vous êtes aussi libre de mon argent, de mon soutien, et de mon amour. Le silence qui suivit était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Et maintenant, sortez de ce bureau. Sortez de ma vue. Et ne me contactez plus jamais. Maman, commença Camille. Je ne suis plus votre maman. Je suis une étrangère généreuse qui a décidé de donner son argent à des gens qui en ont vraiment besoin. Des gens abandonnés par leur famille. Comme moi. Mes 3 enfants sortirent de ce bureau détruit, humiliés, et complètement ruinés financièrement. Camille pleurait hystériquement. Patrice titubait comme un homme ivre. Édouard avait le visage d'un homme qui venait de voir sa vie s'effondrer. Et moi? Pour la première fois en moi, je me sentais libre. Dans les mois qui suivirent, ils tentèrent de me contacter plusieurs fois. Appel larmoyant, carte de Noël, fleurs pour mon anniversaire. Patrice est même venu sonner chez moi, mais j'ai refusé d'ouvrir la porte. Édouard a essayé de passer par Julien, mon petit-fils, pour me faire culpabiliser. Mais Julien, maintenant âgé de 15 ans, avait découvert toute la vérité sur ce que ses parents m'avaient fait. Il était venu me voir de lui-même, les larmes aux yeux. « Grand-mère, avait-il dit, pardonne-moi de ne pas t'avoir défendu ?» Mon amour, avais-je répondu en le serrant dans mes bras, tu n'étais qu'un enfant. Ce n'était pas ta responsabilité. Julien avait grandi trop vite après avoir découvert la vraie nature de ses parents. Il me rendait visite tous les week-ends maintenant, et nous cuisinions ensemble, nous parlions de la vie, de ses rêves. Il était la seule chose bien qui restait de cette famille. J'appris par lui que ses parents traversaient une période difficile. Édouard avait dû vendre sa voiture pour payer ses dettes. Camille avait perdu l'appartement de ses rêves. Patrice avait dû emprunter de l'argent à ses beaux-parents. Leur cupidité les avait menés à leur perte. Mais ce qui me fit le plus plaisir, c'est quand Julien me raconta que ses parents se disputaient constamment maintenant, se reprochant mutuellement d'avoir tout gâché avec grand-mère. Leur cupidité avait non seulement détruit leur relation avec moi, mais empoisonnait leur propre relation. Aujourd'hui, à 72 ans, je vis dans une petite maison confortable à Arcachon. J'ai de nouveaux amis, je participe à des groupes de convivialité, je fais du bénévolat avec des personnes âgées abandonnées. J'ai découvert que la vie peut recommencer à n'importe quel âge. J'ai aussi découvert quelque chose d'encore plus précieux, l'estime de soi. Pendant 71 ans, j'avais mesuré ma valeur à travers l'amour de mes enfants. Maintenant, je sais que ma valeur ne dépend de personne d'autre que moi. Mes anciens enfants ne font plus partie de ma vie. Parfois, j'entends des nouvelles par des connaissances, ils ont tous les 3 développé des problèmes de santé liés au stress. Édouard fait de l'hypertension. Camille a des ulcères. Patrice souffre d'insomnie chronique. La culpabilité, dit-on, est un poison qui se boit de l'intérieur. Et Julien? Quand il a eu 16 ans l'année dernière, il m'a fait la plus belle surprise de ma nouvelle vie. Il avait économisé tout son argent de poche pour m'acheter une nouvelle alliance, pas pour remplacer celle que j'avais vendue, mais pour symboliser mon nouveau départ. Grand-mère,
m'avait-il dit, tu mérites d'être aimé pour qui tu es, pas pour ce que tu peux donner. Ce petit-fils de 16 ans avait compris ce que ses parents de plus de 40 ans n'avaient jamais saisi. La leçon que j'ai apprise? Que le respect ne s'hérite pas dans le sang, il se gagne par des actions. Que l'amour n'est pas obligatoire juste parce qu'on est famille. Et qu'une mère peut effectivement cesser d'aimer des enfants qui ne l'ont jamais vraiment aimé. À 72 ans, j'ai finalement compris que vivre pour des enfants ingrats, c'est gaspiller sa propre vie. Mon histoire sert de leçon à toutes les mères qui se sacrifient infiniment pour des enfants qui ne les voient que comme des pourvoyeuses et de futurs héritages. L'amour maternel ne peut pas être inconditionnel quand les enfants sont conditionnellement cruels. Aujourd'hui, quand je regarde la mère d'Arcachon le matin, en prenant mon café avec Julien à mes côtés, je ressens une paix que je n'ai jamais eue dans les 71 années précédentes. Parce que j'ai finalement appris que la famille, ce n'est pas qui partage votre sang, c'est qui partage votre cœur. Et mes enfants? Eh bien, ils ont appris de la pire façon possible qu'une mère morte en vie peut ressusciter pour faire payer chaque humiliation, chaque mépris, chaque moment où ils ont été trop calculateurs pour être humains. La vengeance a parfois un goût doux. Surtout quand elle est servie glacée comme ce matin de janvier où je suis ressuscité d'entre les morts pour montrer à mes enfants qui ils étaient vraiment. Et vous, qui m'avez écouté jusqu'ici, souvenez-vous, respectez votre mère tant qu'elle est vivante. Parce que quand elle partira vraiment, il n'y aura pas d'héritage qui compensera le remords de ne pas avoir été un meilleur enfant. Les mères ont aussi leurs limites. Et quand ces limites sont dépassées, l'amour peut se transformer en justice. Et la justice, mes chers, vient parfois sous forme de testament. Vous qui m'avez accompagné jusqu'ici, je sais que vous reconnaissez peut-être votre propre histoire dans mes mots. Je sais que vous avez peut-être aussi ressenti cette pointe au cœur quand j'ai parlé d'enfants qui n'appellent que quand ils ont besoin de quelque chose. Ou quand j'ai mentionné des petits-enfants qu'on éloigne de nous par des parents qui nous considèrent trop vieilles. Ceci n'est pas seulement mon histoire. C'est l'histoire de milliers d'entre nous, qui avons consacré notre vie entière à nos enfants et avons découvert, dans notre 3e âge, que nous avions été réduites à des chiffres sur un compte bancaire. Si vous traversez quelque chose de similaire, si vos enfants vous traitent aussi comme un fardeau, si vous avez aussi déjà entendu des phrases comme « tu deviens oublieuse » ou « il vaut mieux laisser les plus jeunes décider », sachez que vous n'êtes pas seul. Et surtout, vous n'êtes pas coupable. Pendant des décennies, on nous a enseigné que l'amour maternel doit être infini, inconditionnel, silencieux. Que nous devons accepter n'importe quel traitement parce que ce sont nos enfants. Mensonge. L'amour doit être réciproque, même entre parents et enfants. Écrivez ici dans les commentaires, vous êtes-vous déjà senti invisible dans votre propre famille? Votre opinion a-t-elle déjà été écartée parce que vous êtes d'une autre génération? Avez-vous déjà découvert qu'on parlait de vous comme si vous n'étiez pas là? Racontez votre histoire. Il est peut-être temps que d'autres mères et pères découvrent qu'ils ne sont pas seuls dans cette douleur. Qu'ils ne sont pas les seuls à sentir qu'ils ont tout sacrifié pour élever des personnes qui ne les voient que comme des distributeurs automatiques émotionnels. Et si vous voulez aussi entendre plus d'histoires vraies comme celle-ci, des histoires que personne n'a le courage de raconter, mais que nous vivons tous en silence, abonnez-vous à cette chaîne. Parce qu'ici nous disons des vérités qui font mal, mais qui doivent être dites. Ne laissez pas qu'on vous convainque que vous devez accepter le manque de respect parce que c'est la famille. La vraie famille honore, respecte et aime. Le reste n'est que de l'ADN partagé. Vous méritez amour, respect et dignité à 60, 70, 80 ans, ou à n'importe quel âge. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. Si mon histoire vous a touché, si vous avez compris que notre âge est notre sagesse, pas notre faiblesse, laissez votre commentaire ici en bas. Créons un réseau de soutien entre nous. Montrons que notre voix compte encore. Et abonnez-vous à la chaîne, parce que pendant qu'ils nous font taire dehors, ici notre voix résonne forte et claire. Geneviève Beaumont, 72 ans.